Imaginez un instant. Un homme dont le regard perçant semblait transpercer l'écran, dont chaque geste, chaque mot prononcé portait une vérité brute, presque insoutenable, comme s'il arrachait des fragments d'âme pour les offrir au public. Gian Maria Volonté n'était pas seulement un acteur, c'était une tempête humaine, un volcan d'émotions et d'idéaux, un artiste qui refusait de jouer un rôle sans y insuffler une intensité morale et une quête de sens. À l'écran, il incarnait des révolutionnaires, des tyrans, des hommes brisés et des figures historiques avec une précision si saisissante qu'elle donnait l'impression qu'il ne jouait pas, mais qu'il vivait. Derrière ce feu ardent, pourtant, se cachait un homme tourmenté par un passé familial douloureux, des contradictions intérieures et une indignation face à un monde qu'il jugeait profondément injuste. Francesco Rosi, l'un des réalisateurs qu'il a le mieux compris, disait de lui. Il avait une sensibilité extraordinaire, une capacité à révéler l'essence d'un personnage par un simple regard, un silence, un frémissement. Volonté ne courait pas après la célébrité ou les applaudissements faciles. Il cherchait la vérité, même au prix de sacrifices personnels déchirants. Sa vie, marquée par des triomphes cinématographiques, des engagements politiques radicaux et des pertes tragiques, s'est éteinte brutalement loin de chez lui, dans une chambre d'hôtel, à seulement 61 ans. Mais son héritage continue de brûler, comme une flamme qui refuse de s'éteindre. Dans cette vidéo, nous plongeons dans le cœur battant de Gian Maria Volonté, l'homme, l'artiste, le rebelle, la contradiction vivante. Si vous êtes passionné par le cinéma qui secoue, par les âmes complexes qui illuminent l'écran et nous transforment à jamais, cette histoire est faite pour vous. Pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer d'autres récits de vie qui ont marqué l'histoire. Car des histoires comme celle de Volonté, crue, puissante, inoubliable, méritent d'être racontées et retenues. Préparez-vous à un voyage de 25 minutes dans l'âme d'un géant du cinéma italien, où chaque moment révèle une nouvelle facette de sa grandeur et de sa fragilité. Gian Maria Volonté voit le jour le 9 avril 1933 à Milan, mais c'est à Turin, dans le nord industriel de l'Italie, que son histoire prend véritablement racine. Turin, avec ses ciels gris, ses usines bourdonnantes et son atmosphère austère, n'était pas seulement une toile de fond. Elle a forgé l'âme de Volonté, lui insufflant une gravité précoce, une conscience aiguë des luttes sociales qui deviendraient le moteur de sa vie et de son article. Fils de Mario Volonté, un homme au passé trouble, et de Carolina Bianchi, issu d'une famille d'industriels milanais cultivés, Gian Maria grandit dans un foyer marqué par des contrastes saisissants. Sa mère, femme raffinée mais confrontée à des épreuves financières après la guerre, incarne la résilience et la dignité face à l'adversité. Son père, en revanche, jette une ombre complexe sur l'enfance de Gian Maria. Mario Volonté n'était pas un simple citoyen pris dans les tumultes de la Seconde Guerre mondiale. Il était commandant de la Brigade Noire de Chivasso, un groupe paramilitaire fasciste tristement célèbre pour ses exactions brutales contre les résistants et les partisans italiens sous l'occupation nazie de 1943 à 1945. En 1944, sous ses ordres, des opérations violentes ont causé la mort de plusieurs personnes dans des villages proches de Turin, des actes qui ont laissé des cicatrices profondes dans les communautés locales et dans la mémoire collective d'une Italie en reconstruction. Après la guerre, Mario est jugé par la Cour d'assises spéciale de Turin pour collaboration avec l'ennemi, reconnu coupable d'avoir orchestré des rafles meurtrières. Un homme fut tué sur ses ordres lors d'une opération à Rondissone. 2 autres périrent près de Verolango. Ces événements ne sont pas des abstractions historiques pour le jeune Gian Maria, alors âgé d'une dizaine d'années. Ce sont des réalités intimes, des blessures familiales qui le marquent à jamais. Être le fils d'un homme associé à des crimes fascistes dans une Italie post-1945, où le pays cherche à se réconcilier avec son passé, est une charge lourde pour un enfant sensible et observateur. Cette dualité, un père fasciste et une mère cultivée luttant pour maintenir la famille à flot, plante les graines d'une rébellion intérieure qui définira Volonté à la fois comme homme et comme artiste. Après l'arrestation de son père, Carolina, seule avec ses 2 fils, Gian Maria et son cadet Claudio, doit se battre pour survivre. Elle loue des chambres dans leur maison familiale, vend des biens précieux et fait preuve d'une détermination farouche pour protéger ses enfants. Gian Maria, encore adolescent, apprend très tôt que la survie n'est pas un privilège, mais un combat, une leçon qui résonnera dans ses choix artistiques et politiques futurs. À 14 ans, poussé par les contraintes financières, il abandonne l'école, non par manque d'intelligence, ses professeurs notaient déjà son esprit vif, mais parce que la réalité matérielle de la famille ne laisse pas de place aux études. En 1950, à seulement 17 ans, il part en France pour travailler comme cueilleur de pommes dans les vergers du Sud, un labeur physique et ingrat qui contraste avec l'image glamour qu'on associe souvent aux futures stars. Pourtant, même au milieu des champs, sous un soleil brûlant, Gian Maria porte en lui une soif d'autre chose, un désir ardent de donner un sens à sa vie au-delà de la survie quotidienne. Ce n'est qu'à son retour en Italie qu'il trouve son étincelle, son appel. À Turin, il découvre le théâtre à travers le studio Drammatico Internazionale à Compiègne d'Eduardo Maltese,
Un espace modeste mais vibrant où des artistes explorent l'art dramatique comme un moyen d'interroger le monde. Là, Volonté ne se contente pas de jouer. Il dévore les écrits de philosophes existentialistes comme Albert Camus et Jean-Paul Sartre, dont les réflexions sur la liberté, la responsabilité et la révolte résonnent profondément avec ses propres questionnements. Les notions d'absurde de Camus et d'engagement de Sartre deviennent des boussoles intellectuelles, des guides pour un jeune homme cherchant à comprendre sa place dans un monde fracturé par la guerre et les injustices. C'est avec la troupe d'Eduardo Maltese, surnommée Glee à Compiègne, les Inachevés, que Volonté fait ses premiers pas sur scène, jouant dans des productions itinérantes qui, bien que dépourvues de glamour, captivent par leur sincérité brute. Il rejoint ensuite la troupe Icari di Spica, voyageant à travers l'Italie pour présenter des pièces dans des villages reculés, des places publiques, des théâtres improvisés. Ces expériences, loin des feux de la rampe, forgent son approche du métier. Pour lui, jouer n'est pas une performance, c'est une communion, un acte de vérité. Son talent brut ne passe pas inaperçu, et bientôt, il est accepté à l'Académie nationale d'art dramatique de Rome, une institution prestigieuse où il affûte ses compétences sous la tutelle de figures comme Orazio Costa, un maître du théâtre italien. Costa ne se contente pas d'enseigner la technique. Il inculque à ses élèves la responsabilité de porter la vérité sur scène, une leçon que Volonté grave dans son cœur comme un serment. En 1957, à 24 ans, il fait ses débuts à la télévision italienne dans une adaptation de Phèdre de Racine, aux côtés de l'actrice respectée Diana Torrieri. Ce rôle, bien que modeste, marque le début d'une carrière qui va redéfinir les standards du jeu d'acteur en Italie. Les années suivantes sont une montée en puissance. En 1958, il rejoint le Teatro Stabile de Trieste pour la saison 1958 à 1959, où son intensité magnétique commence à captiver le public et les critiques. En 1960, il brille dans 2 productions télévisées majeures, L'Idiota, une adaptation du roman de Dostoïevski, où il incarne un prince Mishkin torturé par sa pureté dans un monde corrompu, et Caravaggio, explorant la vie tumultueuse du peintre baroque. Ces rôles exigent une nuance rare, une capacité à naviguer entre la retenue et l'explosion émotionnelle, et Volonté s'y révèle magistrale. En 1962, il s'attaque à Roméo et Juliette de Shakespeare, offrant une interprétation crue et antiromantique qui rompt avec les conventions sucrées de l'époque. Puis, en 1963, il est la vedette de La Bonne Mère de Carlo Goldoni, une comédie sociale mordante, et de Sacco et Vanzetti, un drame télévisé écrit par Mino Roli et Luciano Vincenzoni, où il incarne Nicola Sacco, l'un des 2 anarchistes italiens injustement condamnés à mort aux États-Unis dans les années 1920. Ce rôle marque un tournant. Il ne s'agit pas seulement de jouer un personnage, mais de défendre une cause, de donner une voix aux opprimés. 10 ans plus tard, en 1973, lorsque le réalisateur Giuliano Montaldo adapte Sacco et Vanzetti au cinéma, Volonté choisit d'incarner Bartolomeo Vanzetti, apportant une profondeur nouvelle à ce personnage historique, mêlant colère contenue et désespoir face à l'injustice. Ce film, acclamé internationalement, devient un symbole de son engagement artistique et politique, un cri contre les abus de pouvoir. Mais la carrière de Volonté ne se limite pas à ses premiers succès. Dans les années 1960 et 1970, il devient l'un des visages du cinéma politique italien, collaborant avec des réalisateurs visionnaires comme Francesco Rosi et Elio Petri. Dans Il caso Mattei, 1972, de Rosi, il incarne Enrico Mattei, le magnate du pétrole italien mort dans des circonstances mystérieuses, avec une intensité qui fait frissonner. Dans Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, 1970, de Petri, il joue un chef de police corrompu, un rôle qui lui vaut le Grand Prix d'interprétation à Cannes et qui expose les dérives autoritaires de l'État avec une ironie cinglante. Ces films ne sont pas de simples divertissements. Ils sont des pamphlets visuels, des dénonciations des corruptions systémiques, des inégalités sociales et des abus de pouvoir, des thèmes qui résonnent avec les convictions profondes de Volonté. Il ne choisit pas ses rôles pour la gloire, mais pour leur capacité à provoquer, à questionner, à réveiller. Chaque performance est un acte de rébellion, un moyen de confronter le public à des vérités inconfortables, qu'il s'agisse de la collusion entre politique et mafia dans Lucky Luciano, 1973, ou des luttes ouvrières dans La classe operaia va in paradiso, 1971. Son approche du jeu est presque alchimique. Il ne se contente pas d'habiter un personnage, il le dissèque, le reconstruit, le fait vivre avec une authenticité qui transcende l'écran. Pourtant, derrière cette carrière fulgurante, la vie personnelle de Volonté est un kaléidoscope d'intensité, d'amour et de douleur. Il épouse Tiziana Mischi, une actrice, dans les années 1950, mais leur mariage ne résiste pas aux pressions de sa carrière et de ses engagements. À la fin des années 1960, il entame une relation avec Armenia Balducci, scénariste et réalisatrice, qui devient sa compagne officielle à partir de 1983. Avec l'actrice Carla Gravina, il a une fille, Giovanna, née dans les années 1960,
qu'il chérit profondément même s'il reste un père discret, presque effacé, absorbé par son art et ses combats. Les 15 dernières années de sa vie, il les passe avec Angelica Ippolito, filleule du dramaturge Eduardo de Filippo, une relation marquée par une complicité intellectuelle et artistique. Il y a même une brève liaison avec l'actrice française Mireille d'Arc en 1968, lors du tournage de Week-end de Jean-Luc Godard, un film expérimental où Volonté apparaît brièvement mais laisse une empreinte indélébile. Ces relations, souvent tumultueuses, reflètent un homme incapable de vivre à moitié, que ce soit dans l'amour, l'art ou la politique. Car la politique, pour Volonté, n'est pas un simple décor de fond, c'est le cœur battant de son existence. Membre engagé du Parti communiste italien dès les années 1960, il ne se contente pas de slogans ou de postures. Sa conviction est ancrée dans son histoire personnelle, le poids du passé fasciste de son père, les luttes ouvrières qu'il observe à Turin, les injustices qu'il voit dans une Italie déchirée entre capitalisme effréné et espoir socialiste. En 1975, à 42 ans, il est élu conseiller régional du Latium avec un score impressionnant de 26 000 voix, un témoignage de sa popularité et de son charisme. Beaucoup y voient une transition naturelle, un acteur charismatique devenant un leader politique. Mais Volonté, fidèle à sa nature intransigeante, déchante rapidement. Après seulement 6 mois, il démissionne, écœuré par la bureaucratie et les compromis de la machine politique. Comme il l'explique dans une interview rare, « J'ai réalisé qu'il y avait un gouffre entre mon besoin de communisme, un idéal de justice, de communauté, et la carrière politique qu'on m'offrait. Il ne voulait pas un penseur ou un artiste, il voulait un bureaucrate, un rouage dans le système. » Ce refus de se plier à la partitocratie italienne est emblématique de son caractère. Volonté aspire à la recherche, à la critique, à une démocratie vivante, pas à une allégeance aveugle à un parti, même celui qu'il soutient idéologiquement. Cette désillusion ne le détourne pas de la politique. Au contraire, elle l'enracine dans une action plus directe, plus personnelle. En 1981, il aide son ami Oreste Scalzone, un activiste du mouvement d'extrême gauche Autonomia Oprea, à échapper à un mandat d'arrêt lié au controversé procès du 7 avril, une vague de répression contre les militants de gauche en Italie. Volonté le conduit en bateau jusqu'en Corse, un acte risqué qui pourrait lui coûter sa carrière et sa liberté. Scalzone trouve ensuite refuge en France après une escale au Danemark, et cet épisode, peu médiatisé, révèle l'essence de Volonté. Un homme pour qui la responsabilité personnelle et la conscience politique sont indissociables, un homme prêt à tout risquer pour un principe, même dans l'ombre. En 1991, il tente un retour en politique en se présentant aux élections générales sous la bannière du Parti démocratique de la gauche, héritier du PCI. Il termine deuxième parmi les candidats non élus, prouvant que sa voix, même après des années de retrait, conserve un poids considérable. Mais pour Volonté, la politique n'est jamais abstraite, elle est viscérale, intime, souvent douloureuse. Cette douleur trouve son origine dans une tragédie familiale qui hante sa vie, le destin de son frère cadet, Claudio. Alors que Gian Maria s'engage dans des idéaux progressistes, utilisant son art pour défier le pouvoir et amplifier les voix des marginalisés, Claudio emprunte un chemin radicalement opposé. Dans sa jeunesse, il est attiré par des idéologies néofascistes, un choix qui contraste cruellement avec les convictions sotifascistes de son aîné. Ce fossé idéologique entre deux frères élevés sous le même toit est plus qu'un désaccord. C'est une fracture émotionnelle, un miroir des divisions qui déchirent l'Italie des années 1960 et 1970, marquée par les années de plomb et les affrontements entre extrême gauche et extrême droite. La vie de Claudio bascule encore plus tragiquement. Impliqué dans une affaire judiciaire, il est condamné pour homicide involontaire à la fin des années 1960. En 1977, alors qu'il purge sa peine, il est retrouvé mort dans sa cellule, un décès officiellement attribué à un suicide. Cette perte frappe Gian Maria comme un coup de poignard silencieux. Il parle rarement de Claudio en public, fidèle à sa nature réservée, mais ses proches confient que cette tragédie laisse une blessure profonde, jamais cicatrisée. Pour un homme qui a consacré sa vie à combattre l'oppression et l'injustice, perdre son frère dans un système qu'il dénonce, celui des prisons, de la répression étatique, est une ironie cruelle, un échec personnel et national qui le hante. Malgré ses ombres, Volonté continue de briller à l'écran dans les années 1980 et 1990, acceptant des rôles toujours plus audacieux. Dans Portes ouvertes, 1990, de Gianni Amelio, il incarne un juge confronté à la peine de mort, un rôle qui lui vaut le David di Donatello du meilleur acteur. Dans Cristossi e Fermato a Eboli, 1979, de Rosi, il joue Carlo Levi, un intellectuel exilé dans le sud rural de l'Italie fasciste, avec une sensibilité qui capture la solitude et l'espoir. Chaque film est une déclaration, un prolongement de sa quête de vérité. Mais en décembre 1994, alors qu'il tourne Lo Sguardo di Ulysse de Theo Angelopoulos en Grèce, la fin arrive sans prévenir. Le matin du 6 décembre, on le retrouve sans vie dans sa chambre d'hôtel à Florina.
Une crise cardiaque l'a emporté dans son sommeil, à seulement 61 ans. Pour un homme dont les performances étaient volcaniques, pleines de confrontations et de profondeur, sa mort paisible semble presque irréelle, comme une trahison de son intensité. Le rôle qu'il devait jouer est confié à Erland Josephson, et le film, achevé en 1995, porte une dédicace simple mais puissante, à la mémoire de Gian Maria Volonté. Ses funérailles ont lieu à Velletri, près de Rome, où il vivait discrètement. Fidèle à sa nature, Volonté avait exprimé un souhait clair. Pas de monument grandiose, pas de cérémonie publique tapageuse. Il voulait être enterré sous un arbre sur l'île de la Maddalena, en Sardaigne, un lieu de paix entouré par la mer et la nature, loin des projecteurs et des artifices. Ce choix est le silence, la terre, la simplicité reflètent l'homme qu'il était. Un artiste qui vivait pour l'essentiel, pour l'authenticité, pour la vérité sans compromis. Gian Maria Volonté a vécu avec passion, joué avec intention, aimé avec intensité, et combattu avec courage. Son héritage, ses films, ses idéaux, son refus de se plier, continue de parler à ceux qui cherchent du sens dans l'art et dans la vie. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir à la puissance du cinéma ou au combat d'un homme qui n'a jamais baissé les bras, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. D'autres récits de vies extraordinaires, comme celle de Volonté, attendent d'être racontés. Merci d'avoir regardé.